Bonjour, bienvenue. Il est 16 heures. Merci à toutes et à tous pour votre participation à cette deuxième journée de webinaire professionnel proposée par le Salon du Livre et de la Presse Jeunesse en Seine-Saint-Denis qui fête cette semaine ses 40 ans. Deux journées riches de plus de 80 rencontres consacrées à l'édition jeunesse à prolonger dès mercredi prochain, 27 novembre, jusqu'au 2 décembre à Montreuil avec un vaste festival littéraire et 400 exposants. N'oubliez pas de télécharger votre accréditation professionnelle sur slpj.fr qui vous permettra d'accéder à l'événement durant toute sa durée. Nous vous attendons nombreuses et nombreux. Il est temps maintenant de découvrir l'intervention Les personnages féminins dans la littérature de l'imaginaire aujourd'hui, proposée par les éditions Slalom. Bon webinaire! Ce matin, autour des personnages féminins dans les littératures de l'imaginaire. Si vous êtes d'accord, je vais vous présenter très rapidement. Donc, Maïven Alix, tu as une formation d'ingénieur à la base et c'est en parallèle que tu t'es lancée dans l'écriture de romans young adultes. En 2018, tu as écrit ta première trilogie In Real Life, c'est un univers dystopique autour des univers virtuels et puis de la possible manipulation des populations autour de ces univers. En 2022, tu as sorti une nouvelle duologie dystopique, Clone de la Nation. Cette fois-ci, on était plus autour des questions d'éthique et du clonage, comme son nom l'indique. Et cette année, tu as publié Noblesse oblige aux éditions Slalom. Et cette fois-ci, c'est une uchronie dans laquelle la royauté n'a pas disparu, avec une révolution française qui n'a pas abouti et qui fait toujours l'objet de certaines rébellions, plus ou moins internes. Et toi, Eliarni, quand même, je prénom, que je dise tout. Nombre de personnes te connaissent sur Instagram, où tu partages sur ton compte ta vie à Hong Kong, puis à Singapour, à travers des posts tranches de vie et puis aussi des posts d'écriture depuis plusieurs années. On a pu suivre comme ça, au fil des années, l'écriture de l'Empire de Jade, qui est une fiction historique autour d'une jeune héroïne qui va être fiancée, voilà, à un commercial chinois avec toutes les intrigues qu'il peut y avoir derrière. Et puis, quelques... il y a moins d'un mois, tu as sorti le premier tome d'une nouvelle trilogie, cette fois-ci de fantasy, La Légion Neuve, toi aussi chez Slalom. Euh, et ça m'amène assez rapidement à ma première question, parce que quand j'ai fait le point sur vos romans, eh bien, ce qui ressort, c'est que vos personnages, c'est Lenny, Marie, Gabrielle, Jade, Shani. En fait, tous vos personnages principaux sont des héroïnes dans vos romans. Et je voulais savoir si c'était une volonté de votre part de n'écrire que des personnages principaux féminins. Est-ce que ça s'est imposé à vous? Comment c'est arrivé finalement? Je commence. Ouais, Vas-y. vas-y. Je dirais pas que ça c'est un. Ouais, ça s'est un peu imposé à moi, mais ça me semblait naturel d'avoir une héroïne féminine. Alors, déjà, d'abord parce que la première trilogie, je l'ai écrite pour ma plus jeune sœur. Je fais une famille, j'ai trois petites sœurs. Donc, je suis déjà, je viens d'un environnement quasi 100% féminin. J'étais aussi dans un collège non mixte. Ah oui, donc, donc voilà, c'était naturel pour moi d'avoir des personnages féminins et surtout en young adulte où j'ai grandi, mine de rien, euh, avec énormément de personnages masculins en littérature jeunesse, ouais. en tout cas à mon époque, qui a vu se développer le genre jeunes adultes. C'était bien sûr c'était Harry Potter, c'était les Darenchan, c'était le livre des étoiles, c'était beaucoup de personnages masculins. Et du coup, ça me paraît non seulement naturel pour moi, mais aussi important d'avoir des personnages féminins Mm. maintenant. Je crois que j'écris beaucoup pour l'adolescente que j'étais Ah oui. et celle que je suis toujours un petit peu à l'intérieur. Donc voilà, à la fois un choix naturel et puis qui s'est confirmé par la Il y a- suite. il y avait du sens. Voilà.
Et toi, Et Ellie? moi, un peu comme Maïwenn, en fait, j'ai grandi avec dans la littérature de l'imaginaire, j'ai toujours grandi avec des héros masculins. Pareil, donc Harry Potter, Frodon dans Le Seigneur des Anneaux, Mmh. Simon dans l'Arcane des Épées. Et c'est tout ce que je voyais en grandissant. Et tout ça, ce sont des histoires où les personnages féminins existent, mais ils sont là dans le décor, ou alors elles servent d'outils à l'évolution du personnage masculin. Et c'est pour ça que quand j'ai commencé à écrire, c'était assez évident en fait pour moi de mettre les femmes au centre de l'intrigue dans toute leur force et toute leur complexité. Cela dit, je dois quand même dire, je dois quand même préciser que c'est pas mon but de faire ça exclusivement. Et d'ailleurs, dans La Légion Neuve, Shani est le personnage principal, je pense qu'on est tous d'accord. Mmh. Mais c'est un roman avec plusieurs points de vue et l'un des narrateurs est un personnage masculin. Donc c'est pas un choix de faire exclusivement des héroïnes, c'est juste ma préférence. En fait, je veux que les femmes soient au centre de mes intrigues. Mmh. Mmh. Ça amène directement à ma deuxième question, justement. Est-ce que vous pensez qu'il y a encore des archétypes féminins récurrents dans les littératures de l'imaginaire? Est-ce qu'il y a des modèles féminins auxquels vous cherchez justement à vous conformer ou au contraire à vous échapper un peu à ces schémas? Je reprends avec toi, Euh, Maïven. Ouais. oui, ça te dérange pas, Rémi, je vais. Vas-y, Euh, vas-y, je passe en deuxième. D'accord. Alors, ouais, alors moi je trouve que oui, il y a forcément des archétypes. Et alors, bien sûr, on connaît tous l'archétype du personnage principal féminin hyper badass qui Mmh. peut buter tous les mecs. Il y a l'archétype de un peu la Marissou qui est toujours parfaite. Euh, euh, et, euh, et en fait, je trouve que ces archétypes-là, ils sont là, et ils sont devenus des clichés pour une bonne raison. Je pense qu'il y a énormément de satisfaction à lire un personnage féminin qui est physiquement capable et qui peut botter les Mmh. fesses d'un homme, parce que dans la réalité, même surentraîné, ça reste une performance difficile à, à reproduire. Euh, donc ouais, je comprends pourquoi il y a un certain une certaine appeal, pardon, désolé, j'ai les mots qui viennent en anglais. euh, et, euh, et, euh, et, aussi, je pense que le personnage féminin badass, il est aussi en même temps logique, parce que quand on a en place une héroïne principale, il faut en faire à un moment la personne qui va véritablement faire avancer l'intrigue, qui va se sortir de situations extrêmement difficiles. Ça demande de lui donner soit beaucoup de force, soit beaucoup d'intelligence, soit les deux. Euh, donc, on peut facilement arriver, mine de rien, à ce genre d'héroïne extrêmement forte, voire trop forte dans Mmh. certains cas. Je va dire que je m'y confronte vachement. Enfin, j'essaye de faire attention euh, à pas aller trop dans l'excès. Mais voilà, ensuite, quand on veut avoir un personnage principal féminin, on peut pas non plus en faire. Voilà, il faut un moment, faut qu'elle se secoue, quoi. De toute façon, voilà. Je rejoins Maïwenn sur ce sujet. Je pense il y a toujours des archétypes et il y aura toujours des archétypes dans la littérature, de la même manière que il y a des schémas narratifs ou des tropes qui vont se répéter. Et même pour un lecteur, c'est rassurant d'arriver dans un roman avec déjà cette impression de connaître un peu le personnage, de connaître un peu l'univers et de savoir un petit peu à quoi s'attendre. Et en fait, moi, je trouve ça assez amusant de jouer avec ces archétypes, de savoir qu'ils existent, de savoir qu'ils sont importants et de jouer avec tout ça pour essayer de comprendre en fait ce qui va faire d'une femme ce qu'elle est. Je pense qu'il y a autant de modèles féminins qu'il y a de femmes. Et c'est vraiment quelque chose que j'essaie de représenter, de construire au travers de mes héroïnes, en fait, en les rendant chacune uniques, avec leurs qualités, leurs défauts, leurs forces, leurs faiblesses, leurs rêves, leurs ambitions, leurs erreurs, et en fait, vraiment de pas considérer l'archétype comme une fin, mais comme un point de départ. Ouais. Non, j'aime beaucoup cette phrase. Et justement, comment vous percevez l'évolution des héroïnes dans la littérature young adulte ces dernières années? Est-ce que vous, en tant qu'autrice, vous avez ressenti une certaine pression pour correspondre justement à certains schémas ou à s'en écarter? Et est-ce que ça a influencé l'écriture de vos héroïnes au fil des années?
Ça, je te questionne. Vas-y, je veux que tu commences. Oui, quand on parlait justement de l'héroïne badass, je pense avoir ressenti à un moment qu'il y avait un certain ras-le-bol envers les héroïnes qui tout d'un coup sont super fortes dans tout dès le début et puis qui n'ont justement pas assez d'évolution sur ce point de vue ou en tout cas qui sont déjà hyper fortes et qui n'ont pas à construire cette force. Je l'ai un peu ressenti. Je crois aussi, pas seulement vis-à-vis des héroïnes, qu'il y a eu un des moments, une certaine fatigue de certains genres aussi. Je sais que quand j'ai écrit In Real Life, j'avais un peu l'impression d'arriver en bout de vague de la dystopie. On va dire que j'ai essayé de... et en même temps, je ne vais pas dire que j'ai essayé de suivre ces tendances parce que j'écris principalement ce qui me plaît moi. Et puis, entre le moment où on écrit un bouquin, le moment où il sort, si on suit une tendance à ce moment-là, d'ici à ce que le livre sorte, la tendance elle peut très bien être totalement genre épuisée. Ou totalement genre à fond quoi aussi, mais je pense que en tout cas moi je trouve ça assez dangereux de suivre les tendances pour les héroïnes comme pour les styles d'intrigue, mais ouais, et puis je dirais aussi en termes d'intrigue, j'ai peut-être aussi l'impression aussi que versus les premières dystopies, les premières vagues de dystopie, je pense que j'ai l'impression aussi que les lecteurs sont un peu plus exigeants avec les intrigues et aussi l'évolution des personnages. Donc ça rejoint ce que je disais aussi sur la caractère principal hyper badass dès le début et puis qui apprend à faire son petit chemin et puis je pense que je pense que les lecteurs demandent d'avoir un peu d'évolution et puis la construction d'un personnage, la construction d'une force plutôt que super, elle arrive et elle botte les fesses de tout le monde quoi. Voilà. Encore une fois, entièrement d'accord. Le désavantage d'arriver en deuxième. Mais oui, donc je rejoins encore une fois Maïwenn. Et effectivement, mais c'est quelque chose que moi je trouve assez fascinant à observer parce que quand j'étais jeune, il n'y avait pas ces héroïnes, ou alors vraiment très peu, c'était pas quelque chose qu'on avait d'accessible. Et ces dernières années, il y a clairement eu un shift avec des héroïnes badass, des héroïnes guerrières, des héroïnes vengeresses. Et je peux comprendre la fatigue, effectivement, à un certain niveau, mais d'un autre côté, moi, je trouve ça tellement superbe parce que c'est comme si on récupérait en fait toutes ces années qu'on nous a volées en occupant toute la place. Et vraiment, c'est quelque chose que j'admire. Moi, de mon côté, j'ai jamais vraiment ressenti de pression pour écrire mes personnages de telle ou telle manière. Ce que j'aime explorer, c'est la force des femmes. Alors effectivement, il y a la force physique qui est aussi importante parce qu'on a envie des fois que les héroïnes elles soient badass et qu'elles puissent botter les fesses du système. Mais il n'y a pas que ça parce qu'il y a aussi des forces. J'aime aussi les héroïnes qui peuvent se servir de leur esprit, les héroïnes qui sont prêtes à tout pour protéger ce qu'elles aiment parce que des fois, la dévotion, c'est une force. J'aime les héroïnes qui ont une ambition démesurée. J'aime explorer en fait toutes ces différentes facettes de la force féminine. Et pour moi, l'héroïne, elle se résume pas en fait à sa badasserie. C'est juste un aspect. Et je me suis jamais sentie forcée de me concentrer sur cette partie-là. Je suis d'accord avec Ellie. Je pense qu'on est maintenant dans un moment où en fait on peut avoir des héroïnes féminines qui vont avoir, on peut explorer la rage, le sentiment d'avoir envie de se venger, le fait d'avoir des ambitions énormes. On peut avoir des héroïnes vachement grises, voire parfois complètement noires. Je pense au roman de Glenn Guillou, par exemple. Oui. Surtout que, oui, c'est pour moi l'avantage d'écrire maintenant, c'est qu'on peut avoir une plus grande diversité d'héroïnes à la fois dans leurs arcs comme dans leur désir.
Et justement, à chaque fois, enfin, vous avez comme point commun que tous vos romans s'inscrivent dans le cadre de l'imaginaire. On est dans une fiction ou vraiment purement imaginaire, uchronie, dystopie. Enfin, et est-ce que le champ de l'imaginaire, justement, vous laisse plus d'espace pour vos personnages, plus particulièrement pour vos personnages féminins? Et est-ce que ça vous permet d'explorer des enjeux auxquels les héroïnes de la littérature réaliste n'auraient pas accès? Est-ce que tu Forcément, veux parce que commencer, Ellie? Je commence vivement, mais j'attendais, moi, en mode, Voilà. non, pas de problème. Oui, alors moi, je pense carrément que la fantaisie va permettre d'explorer des problématiques réelles et de les transposer à une époque où les femmes n'auraient pas forcément eu accès même à ce genre d'enjeu de manière générale. Alors que mon autre romance, l'autre genre dans lequel j'écris, c'est la fiction historique. Et la fiction historique, au contraire, elle permet d'ancrer l'intrigue dans un contexte réel, parfois difficile, et d'explorer les méthodes qu'utilisaient les femmes pour s'émanciper et pour retrouver une forme de liberté, pour repousser les limites imposées par la société avec les moyens dont elles disposaient. Si je dois donner un petit exemple, est-ce que je peux, est-ce que j'ai le temps? Oui. J'ai 2 romans dont tu notais tout à l'heure. Le premier, c'est L'Empire de Jade. Enfin, j'ai 2 séries. L'Empire de Jade, qui est un roman historique qui se déroule dans la Chine du XVIIe siècle, donc à la fin de la dynastie Ming. Et si tu connais un peu la Chine des empereurs, il y a ces lois. Il y a une loi qui s'appelle la loi des 3 obéissances. C'est un principe confucéen qui dit en fait qu'une femme, dès sa naissance, elle doit obéissance à son père. Après son mariage, elle doit obéissance à son mari. Et si son mari vient à mourir, elle peut même pas profiter d'un peu de liberté en tant que veuve parce qu'elle doit obéissance à son fils. Et en gros, ça veut dire que dans toute sa vie, de sa naissance à sa mort, la femme, elle est dépendante d'un autre homme et elle n'est jamais sa propre personne. Sauf que moi, j'ai toujours refusé de considérer les femmes, peu importe l'époque, peu importe la culture, comme des êtres dénués de leur propre volonté. Et du coup, dans ce contexte, c'était extrêmement intéressant de réfléchir à la façon, en fait, dont, avec voilà, les moyens dont elles disposaient, donc elles arrivaient à s'émanciper, elles arrivaient à recréer une zone de liberté, sans pour autant mettre le système entier à la poubelle, parce que bah, c'est une fiction historique et on sait que ça ne s'est pas passé comme ça. Alors que dans La Légion Neuve, qui est un roman fantasy où je pouvais prendre les libertés que je voulais, bah, je voulais explorer des questions de leadership, de loyauté, je voulais de stratégie politique, je voulais mettre les femmes au cœur des guerres, pas en tant que trophée, mais en tant qu'acteur. Et ça veut dire, ça impliquait d'avoir des femmes en position de pouvoir, capables de prendre des décisions qui vont impacter des pays. Et c'est quelque chose qui aurait été plus difficile à faire en fiction historique. Pas impossible, je pense, parce qu'il y a eu des femmes impératrices, des femmes reines, il y a eu des femmes reines en tout cas. Mais ça aurait été beaucoup plus difficile alors que la fantasy te permet de voir plus grand, de voir les choses en plus grand et de donner accès à tes femmes à des enjeux beaucoup plus démesurés. Désolée, je parle beaucoup avec mes mains. Ouais, alors moi je rigolais parce que la question pourquoi écrire de l'imaginaire, c'est la question que m'a posée ma psy il y a 2 semaines. Donc Ah oui. je vais vous faire la même réponse. Moi, le monde contemporain m'ennuie à un point pas possible. J'ai besoin de m'en échapper et j'ai besoin de m'en échapper depuis que je suis petite. Depuis que je suis petite, je ne lis quasiment que de l'imaginaire parce que j'ai besoin, en anglais on parle d'escapism et c'est quelque chose que je cultive beaucoup. J'ai besoin de m'échapper et comme tu disais Ellie, le monde de l'imaginaire permet de jouer avec des problématiques et des questions qui sont éthiques, philosophiques, qui sont en fait très actuelles. Surtout en science-fiction, on peut jouer avec les possibles conséquences de telle ou telle technologie, comme j'ai fait dans le Code de la Nation. Et puis voilà, et puis on peut faire ça en s'échappant un petit peu de la réalité, ce qui est pas mal. Et donc, moi, je sais que j'écris toujours pour l'adolescente que j'étais, qui aime s'échapper et puis qui aime vibrer avec les personnages et puis oublier le monde autour d'elle. Et quand j'écris maintenant pour mes lecteurs, c'est ce que j'essaie de leur offrir. C'est dans un monde qui est de plus en plus dangereux et instable, j'essaie de leur offrir un petit peu
d'échapper. En tout cas, une échappée à la vie quotidienne et au monde de manière générale. Voilà. Ma prochaine question, vous y avez un peu répondu déjà de Ouais. manière un peu indirecte, mais j'avais une question autour de, voilà, des épreuves que sont amenées à rencontrer vos héroïnes à chaque fois. Et justement, comment vous choisissez ces épreuves? Et dans quelle mesure elles servent à renforcer ou à questionner leur féminité? Bonne question, hein. Je dirais que moi, au niveau des épreuves que vont rencontrer les héroïnes, il y a vraiment 2 catégories. La majorité des épreuves, c'est pas quelque chose que je vais planifier avec beaucoup d'avance. C'est quelque chose qui arrive quand j'écris ou quand je planifie mon roman, mais vraiment au moment où je suis dans la création elle-même. Bon, faut que j'arrête de parler avec mes mains. Quand tu on va être une marionnette. Quand tu vas placer ton personnage dans une situation impossible, à un choix où il y a pas de bonne réponse ou un événement qui va lui retirer tout ce qu'il pense être, en fait, c'est là que tu te rends compte de qui il est vraiment, que ce soit un homme ou une femme d'ailleurs. Et en tant qu'autrice, c'est une expérience que je trouve fascinante parce que pendant un instant, tu deviens presque passive, observatrice de l'évolution de ton propre personnage. Mais il y a quand même certaines épreuves, certains événements que je planifie délibérément parce que ça va être des moteurs ou des catalyseurs pour pousser mon personnage dans la direction que je veux l'avoir empruntée. Donc il y a quand même des événements ou des épreuves, comme tu veux les appeler, que je vais décider en avance pour la création, pour l'évolution, pour la construction du personnage. Et voilà, sans faire de spoiler parce que mais dans effectivement la Légion Neuve, il y en a une au début. Dans l'Empire de Jade, si certains l'ont lu, ils se souviennent que dans le tome 2, il y avait un événement que beaucoup de gens ont été très en colère après moi. Mais en fait, ce sont des tournants clés pour le personnage qui va la forcer à entreprendre un chemin qu'elle aurait pu éviter et que là maintenant elle ne peut plus éviter, et ce qui va lui permettre de grandir, d'évoluer et de devenir en fait la personne que je veux qu'elle devienne. Donc je dirais qu'il y a vraiment 2 catégories, celles qui viennent naturellement au fil de l'histoire et celles qui sont préméditées pour l'évolution même du personnage. Alors moi, je suis du full architecte, c'est-à-dire que absolument tout dans mes romans est prémédité. Et en fait, la manière dont je construis, c'est-à-dire que je construis toujours un roman en partant d'un thème et d'un postulat ou d'une idée qui me plaît. Je développe l'arc narratif du personnage autour de ce thème, donc qui va être en gros entre le want, les ambitions apparentes du personnage et le need, ce qu'elle a besoin de réaliser. Je planifie tout autour du need. Et en fait, à partir de là, à partir de cette évolution, je vais calibrer toutes les épreuves en fonction de ce qui va faire soit avancer mon intrigue, soit faire évoluer mon personnage. Et je mets véritablement l'intrigue et l'intrigue est au service de l'évolution du personnage et au service du thème. Donc voilà, oui, effectivement, donc je calibre, oui, toutes les épreuves de mes personnages pour les faire évoluer, pour les faire se tromper, gagner en force, jusqu'à ce qu'on arrive au dénouement et puis la réalisation finale du personnage. Voilà. Vous avez pour point commun toutes les deux de ne pas vivre en France depuis un certain nombre d'années. Et je me demandais en fait si justement votre expérience à l'étranger, qui était non européano-centrée pour le coup, est-ce que ça avait ça influençait votre façon de concevoir les personnages, alors encore une fois féminins, mais oui, parce que bon, on est habitué à avoir un certain schéma d'héroïne et effectivement d'avoir une ouverture comme ça un peu sur le monde, est-ce que ça modifie votre façon d'imaginer vos personnages? Alors moi, de mon côté, effectivement, j'ai quitté la France à 19 ans. Et depuis, j'ai passé la grande majorité de ma vie d'adulte en Asie, entre la Chine, la Corée, Hong Kong et maintenant Singapour. Et je ne sais pas si je peux dire que ça a influencé la création de mes personnages féminins.
en tant que telle, mais ça a vraiment changé ma perspective sur l'ouverture d'esprit et le déracinement. D'une certaine manière, quand on vit si longtemps à l'étranger, on perd peu à peu cette habitude d'utiliser notre propre pays comme une référence. Je pense que c'est quelque chose d'assez naturel quand on vit toujours au même endroit et que tout ce qu'on connaît, c'est une chose, d'appréhender une culture différente en la comparant avec quelque chose avec lequel on est familier. C'est naturel. Mais quand on vit en fait longtemps à l'étranger, c'est une habitude qu'on perd parce que on perd peu à peu ses racines et on perd peu à peu cette référence. Donc moi, si je dirais qu'il y a quelque chose qui et la façon dont mon vécu a influencé mes écrits, plutôt que les personnages féminins en tant que tels, ça va plutôt être ces questions de ces questionnements autour du déracinement, d'appartenir à plusieurs cultures ou d'appartenir à aucune culture, de se sentir chez soi nulle part, les questions du foyer, les questions de l'appartenance, enfin, toutes ces problématiques-là, on va dire, je vais les explorer au travers de mes héroïnes parce que c'est des questions auxquelles moi, en tant que personne, j'ai pas la réponse et du coup, j'aime explorer différentes façons de répondre à ces questions au travers de mes personnages. Ouais, je suis d'accord avec Ellie, le fait d'être déraciné, et puis bon, voilà, pareil, j'ai aussi beaucoup bougé, je pense que pareil, 5e ou 6e pays. Le fait de se sentir déraciné et puis d'avoir à s'adapter à de nouvelles cultures, de nouveaux codes, je pense aussi que ça aide vachement à créer des nouveaux mondes parce que ça rend extrêmement flexible sur en fait, sur la manière dont une société fonctionne. D'un pays, même au sein d'un pays, les codes peuvent être extrêmement différents d'une région à une autre, pardon. Et voilà, quand on voyage au sein d'un pays dans lequel on habite, et puis ensuite qu'on bouge jusqu'à un autre, il y a tout un travail d'adaptation à faire qui rend vachement qui nous rend vachement flexibles en fait et puis qui nous permet d'imaginer beaucoup de situations et puis de configurations possibles pour imaginer un univers fantastique ou de science-fiction. Voilà. J'avais une question par rapport au retour des lecteurs que vous pouvez avoir. Alors déjà, est-ce qu'on vous dit spontanément qu'on se reconnaît dans vos héroïnes? Et puis, qu'est-ce que ça signifie pour vous un peu ces retours? Est-ce que ça va influencer votre façon de concevoir les personnages pour la suite, soit dans la suite même du roman, soit... Enfin, quel est le rapport finalement que vous avez avec les lecteurs et autour de vos personnages? Alors, moi, j'ai arrêté de lire les retours, D'accord. à moins que je tape dessus, vraiment. Je lis pas. Je pense que parce que des fois les gens font aussi des critiques négatives et puis ils ont le droit de se faire leur propre avis. Mais moi je me préserve vachement en fait des retours parce que je peux pas prendre en compte commencer à me monter la tête et à prendre en compte tel avis qui dit ah bah là c'était trop long et puis à l'inverse telle autre personne trouve que c'était trop court ou ça va trop vite. Bref, moi je lis et je réponds aux gens qui me taguent directement et voilà, parfois on me dit ah oui j'ai accroché à l'héroïne, parfois pas. Et voilà, j'en tiens pas vraiment compte. Il y a peut-être une seule fois où une lectrice m'a dit qu'elle s'était reconnue dans un de mes personnages et c'était le personnage de Lani. Quand dans le tome 1, elle se réveille avec des muscles atrophiés et qu'elle n'arrive plus à bouger. Qui est une scène que j'ai écrite moi après avoir passé plusieurs mois en fait au lit avec une maladie tropicale où j'arrivais même plus à bouger mes doigts sur un clavier, j'étais complètement morte. Et c'est une jeune lectrice qui m'a dit qu'en fait, c'était vachement reconnu dans ce passage-là, parce qu'elle aussi, elle avait eu une maladie, pour le coup, elle avait une maladie grave. Et j'ai trouvé ça, ça m'a beaucoup émue sur le coup.
qu'on ait partagé la même expérience et qu'on se soit tous les deux reconnus à travers, dans moi, dans le personnage que j'avais écrit, et elle, dans le personnage qu'elle lisait. Mais voilà, sinon, c'est peut-être la seule fois. Sinon, moi, vraiment, j'évite de regarder les sites de notation ou les critiques, etc. J'en préserve vachement de ça. Voilà. Mon but est d'être comme Maïwenn, mais j'ai pas encore réussi. Mais c'est mon but d'arriver à me détacher des retours. Mais pour répondre à ta question, les personnages principaux que j'écris sont des femmes quand même très impitoyables qui, à terme, pas forcément au début, Jade, elle commence très jeune et très naïve, mais à terme, ce sont des personnages qui sont capables de prendre des décisions difficiles, voire discutables, pour parvenir à leur fin. Donc, je dois avouer que c'est assez rare que quelqu'un vienne me voir en me disant « Oh ouais, je suis exactement comme Jade » ou « Shani, c'est exactement moi ». Ça m'est encore jamais arrivé. Mais c'est vrai qu'à certains moments, tu as des gens en fait, qui vont venir me dire qu'ils se sont retrouvés dans un moment, un peu comme Maïwenn, dans une émotion que je vais décrire à la suite d'un événement particulier qui va leur rappeler quelque chose qu'ils ont vécu. Et c'est aussi quelque chose qui me touche beaucoup parce que je pense qu'en tant qu'auteur, un des plus beaux compliments qu'on puisse te faire, c'est de dire que tes personnages ont l'air d'être réels, comme s'ils existaient vraiment quelque part. Et quand quelqu'un me dit qu'il arrive à se connecter avec un personnage, même si c'est sur un petit morceau, un point en particulier, ça me touche énormément. Ça m'amène à mon avant-dernière question. Je voulais savoir si, justement, en tant qu'autrice, vous vous sentiez impliquée dans les messages qui étaient véhiculés à travers vos romans et à travers vos personnages. Et est-ce qu'il y a vraiment des valeurs, des idées qui vous tiennent à cœur, alors notamment autour de la place des femmes, et que vous cherchez à mettre en avant comme message dans vos romans? Maïwenn, tu veux... C'est le magazine pour que Ah oui. changer, je sais pas si vous pouvez l'entendre. Oui, alors il y a plusieurs messages qui étaient très importants pour In Real Life. Pour moi, le message le plus important, c'était, par exemple, c'était la non-violence, c'était faire attention aux narratifs qu'on peut construire. Pareil, l'idée de narratif, de ne pas se laisser piéger par la narrative ou une image construite dans Noblesse Oblige. Dans Noblesse Oblige, le thème du féminisme ressort est très présent aussi. Je pense que j'ai vraiment voulu me mettre en exergue un système de domination et puis une héroïne qui se retrouve petit à petit prise au piège, qui est déjà prise au piège de ce système et qui va se rendre compte que tout est encore pire que ce qu'elle imaginait. Et puis Clone de la Nation, oui, les thèmes, c'est tous les questionnements autour de, voilà, pour moi, l'éthique, pas seulement autour du clonage, mais autour de l'utilisation des données. Marie est une... Marie est déjà quelqu'un qui fait extrêmement attention à ses données. En fait, elle n'aurait aucune chance de survie si elle n'avait pas fait attention. Je pense dans un monde où en fait nos données sont vendues et exploitées par des gens, par des puissances étrangères qui ne nous veulent pas du bien. Ça me paraissait être un message très important. Voilà. Et toi, Je pense aussi qu'il y a plein de messages dans tous les romans. Et quelque chose que j'essaie vraiment de créer quand j'écris, en fait, c'est de montrer que, ce que je disais tout à l'heure, en fait, il ne faut jamais considérer les femmes comme des êtres qui subissent sans agir, peu importe d'où elles viennent, peu importe l'époque, en fait, même pas forcément à notre époque présente, mais même ailleurs, dans différentes cultures, différentes zones géographiques, même quand elles sont dans des situations en difficulté, ce sont des êtres avec leur propre volonté qui se battent à leur manière. Et c'est quelque chose que j'essaie de retranscrire au travers de mes différents écrits. Et s'il y a un message en particulier pour les lectrices en fait qui vont lire, je dirais que c'est il faut pas laisser la société ternir notre ambition et que mes héroïnes et mes lectrices peuvent accomplir tout ce qu'elles veulent accomplir si elles s'en donnent les moyens et si elles travaillent pour leur objectif. Je pense que ce serait un message que moi je trouve important, que j'ai eu la chance d'entendre quand j'étais jeune, mais je sais que c'est pas le cas de tout le monde. Je valide.
Et j'avais allez, c'est une question en deux. Est-ce qu'il y a des héroïnes de fiction qui vous ont particulièrement inspiré? Et ça amène à ma dernière question, c'est est-ce qu'il y a une héroïne féminine, du coup, de la littérature que vous auriez aimé écrire et pourquoi? Bonne question. Maïven? Alors, des héroïnes féminines que j'aime, on en a plein. Regarde dans le livre. C'est ça. C'est pas chez moi, Il n'y a j'ai pas pas de mes qui livres. sèche. Ouais, Katniss Everdeen, parce que je trouve qu'en fait, de toute la première vague de dystopie qu'on a eue, pour moi, c'est elle qui est la mieux écrite, qui a une vraie évolution, qui est quelqu'un aussi qui, dès le départ, ne veut pas entrer dans ce système et puis qui finalement, à la fin, embrasse totalement son rôle. Et que je trouve extrêmement réaliste aussi la manière dont elle évolue dans cette société totalitaire, en étant beaucoup plus préoccupée par la survie de sa famille d'abord, en ayant beaucoup de mal à aller au-delà de cette perspective, en ayant énormément de mal à sortir de voilà, je veux juste protéger mes proches et ensuite plus pas grand chose de compte en fait au-delà de ça. Je la trouve extrêmement réaliste dans la manière dont elle est écrite. Et puis parce que Hunger Games pour moi c'est juste la meilleure dystopie de cette vague ou peut-être et voire même de dystopie en général. Enfin, je pense que c'est ma préférée, au moins en jeunes adultes. Autre personnage principal que j'adore aussi, c'est Honor Harrington, donc de la série Honor Harrington des Berges. Ouais, je sais pas, je le vois pas. Voilà. Ouais, parce que Honor Harrington est vachement cool. Franchement, c'est une capitaine de vaisseau spatial qui est dans le même genre, qui est héroïne badass, mais qui est juste quelqu'un qui a beaucoup de principes, qui a beaucoup de valeurs et qui est très intelligente. Et voilà, alors je l'ai suivi jusqu'au tome 13. Mais ouais, non, pour moi, je la préfère surtout sur les premiers tomes. Mais non, pour moi, c'est vraiment une héroïne très, 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 très cool. Voilà. Katniss, c'est une très très bonne réponse, je pense pour beaucoup de gens. Moi, le premier nom qui me vient en tête, c'est pas de la littérature jeunesse. Je sais pas si c'est OK. Ah si. OK, alors c'est Phèdre dans la trilogie Cuchiel, écrit par Jacqueline Carré, qui est donc un roman très adulte à pas mettre entre les mains des enfants, mais qui, en fait, c'est une femme qui est tellement intelligente qu'elle peut changer le cours d'une guerre sans brandir une arme, en fait. Et quand moi j'ai découvert ce roman, donc il y a pas mal d'années, j'avais l'habitude de lire des fantaisies déjà très guerrières avec des badass, des personnages badass qui savaient se battre, et découvrir cette femme qui, voilà, qui utilisait son esprit pour faire plier des royaumes. Ça m'avait fascinée et ouais, s'il y a un personnage que j'aurais aimé pouvoir écrire, ça serait elle. Je pense que je suis pas assez intelligente pour ça parce qu'elle est d'une intelligence vraiment supérieure. Mais non, je sais, en fait, tu veux pas que je le dise, mais je suis tellement fascinée par ce personnage. J'ai relu ce livre plusieurs fois et à chaque fois, vraiment, c'est un personnage qui me fascine. Et dans la même veine, il y a aussi Wu Zetian dans le livre de Shamsa, Impératrice, qui est de la fiction historique. Ah oui, j'adore celui-là, ouais. Qui est un très très bon roman sur donc la vie de Wu Zetian, qui est la seule femme en Chine à avoir obtenu le titre d'empereur, qui est différent du titre d'impératrice. Et pareil, une femme plus violente, mais fascinant à lire. Et enfin, voilà, j'aime beaucoup ce genre de personnage. C'est bon que tu parles de ça, je pense que c'est un des bouquins que j'ai le plus relu. Impératrice de Shamsa. Ouais. Il est tellement bien. C'est tellement bien. C'est tellement génial, j'ai adoré. C'est presque un guide d'écriture finalement pour Ouais. faire des...
un guide de construction des personnages et des Ouais. dérives du pouvoir, et aussi de la façon dont la société va transformer la vie d'une femme pour qu'elle se plie à, parce que c'est une femme qui est arrivée au pouvoir et donc avec son lot de cruauté, mais du coup qui, après sa mort, a tout de suite été qui est devenue une sorcière en fait aux yeux de la société chinoise, parce que c'était une femme qui avait obtenu un pouvoir qu'elle n'aurait pas dû obtenir, et donc il a fallu très très vite la, la faire tomber de son piédestal, et c'est un très très bon bouquin. C'est vrai que ça donne envie, on a envie de continuer encore à discuter, parce qu'on n'a pas abordé la question de la sororité et comment elle se construit. Ouais. La question du pouvoir et finalement comment les femmes prennent le pouvoir, si c'est à la façon d'un homme, si c'est différent, si elles ont un vrai choix là-dedans. Enfin, j'aurais envie de vous poser plein de questions avec ce que vous abordez. On arrive quand même à la fin de... On approche du terme parce qu'on a donné 45 minutes et je voudrais pas trop dépasser. Est-ce que vous avez un dernier mot à ajouter avant qu'on ne s'arrête pour, par rapport à ce sujet? Est-ce que déjà quand vous l'avez lu, enfin voilà, les femmes et l'imaginaire, tout de suite vous êtes dit ah là j'ai des choses à dire, enfin Ah oui, ça... j'ai toujours des choses à dire sur les familles imaginaires. Ouais, c'est vraiment un sujet complètement inépuisable. Bon, la preuve, on n'est pas arrivé au bout des questions et je pense qu'on Oui, aurait pu parler encore une heure. Donc, Ouais. oui, C'est aussi quelque chose qu'avec chaque livre qu'on écrit, on va découvrir une nouvelle problématique, une nouvelle question, quelque chose de nouveau qu'on a envie mm, d'explorer. Et c'est un sujet sans fin. oui. Bon, on note pour la prochaine fois, on suggère la question du pouvoir et des femmes dans Mm, l'imaginaire. ça Il y marche. aurait de quoi dire. Bah, je vous remercie beaucoup d'avoir partagé ce Merci à moment, d'avoir toi. pu avoir cette discussion. Et puis, bon, on se revoit très bientôt en salon, en vrai. Enfin, et on pourra poursuivre ces débats-là. Mm, avec plaisir. Voilà. Bah, merci beaucoup. Merci. Mm. merci.